Bienvenue à Manifeste, le podcast 100% politique où on parle de tout sauf de politique. Bonjour Reda. Taureau. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Madame Sandra Blanchard qui est sur la liste électorale de Martine Vassal. Bonjour Sandra. Bonjour. On peut se Bonjour, madame. tutoyer? Ouais, on va se tutoyer. Merci de votre invitation. Merci à vous, merci à toi, merci à toi. On va rentrer dans le vif du sujet. Où as-tu grandi à Marseille? Alors, j'ai grandi à Saint-Jean. Saint-Jean, c'est ce petit quartier coincé entre le Vieux-Port et le Panier. C'est un quartier où il y a beaucoup d'immigration italienne et corse. Moi, mon arrière-grand-père était pêcheur au Vieux-Port. Il est arrivé à Saint-Jean. Et puis ensuite, ma famille y est restée. On y est resté pendant 5 générations. Quartier. Tu as grandi là-bas, Reda? Ouais, moi, je suis grandi au Panier. Ah, ben voilà, Ouais, on était voisins. Je suis parti à 5 ans. Ma mère, elle pleurait. On a déménagé dans le 10e. Je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends. Comment votre quartier a-t-il influencé votre parcours? Eh ben, alors justement, ce quartier, c'est vraiment Marseille. C'est-à-dire, c'est l'odeur du vieux port et de la mer le matin. On se lève face à Notre-Dame de la Garde quand on descend pour aller en ville. C'est euh, c'est le bruit et les odeurs de toute la ville, c'est-à-dire les couleurs partout, les enfants qui jouent en bas, euh, les, euh, les bars animés. En fait, moi, vraiment, j'ai toujours été cette fille d'Anville. C'est-à-dire, j'ai du mal avec la campagne. J'aime trop le bruit et l'animation du centre-ville. Et je pense que ça a construit euh, mon, cette proximité qui me semble être absolument indispensable à l'action publique. Magnifique en ville. Oui. De toute façon, nous, dans les quartiers, on dit qu'en ville, c'est un quartier qui sont en avance sur nous dans la culture. Ça veut dire qu'on voit notre génération, tous les gens qui ont réussi, ils étaient dans la ville, dans le côté artistique. Ouais. Ouais, souvent, c'est ce Casa Ayam, constat-là. Sandaville. Ayam, tout le monde. Ayam, Titoff, tout le monde vient dans la ville. Tu es allé dans quelle école? Alors, j'ai fait plusieurs écoles. J'étais à l'école Jean Fiol. Après, je suis allée au collège à Pierre Puget. Après, j'étais pas très sage au collège. Alors, mes parents m'ont envoyée à Saint-Thomas d'Aquin, La dans le punition. privé. Voilà, c'est ça, c'était la punition. Après, j'ai été un peu plus sage. J'ai eu le droit de retourner dans le public. Donc, je suis allée à Marseille-Vert. Alors, quand on habite à Saint-Jean et qu'on va au lycée à Marseille-Vert, c'était pas tout à côté quand même. Mais c'était un lycée extraordinaire parce qu'on y avait la liberté. On était dans la Pinède toute l'année et on pouvait aller à la plage entre midi et deux à partir du mois d'avril. Donc, c'était vraiment sympa. Ça, c'était bien. Mais c'est vrai qu'avant, on disait que c'était une punition d'aller en privé. Et aujourd'hui, on se bat pour mettre nos enfants en privé. Comme quoi, les temps changent. C'est ça. Exactement. Et pour revenir à votre expérience professionnelle, quel a été votre premier emploi en sortant des études? Alors, j'ai commencé à travailler avant de Jean, sortir toi? des études. Mon premier job, je faisais des crêpes au Centre Bourse. Et alors, c'est rigolo parce que je travaillais dans un bar qui s'appelait le Kitsch et donc qui était au rez-de-chaussée du Centre Bourse. À l'époque, je venais d'avoir mon bac et j'allais aller en prépa en hypocagnatière. Et j'avais passé l'été à travailler là avec une copine à moi et c'était une expérience géniale. Alors, évidemment, on était jeunes, on faisait un peu la fête le soir. C'était un peu difficile de se lever le matin, mais c'était vraiment une expérience sympa. Et vraiment, qu'elle crève le cœur quand je vais au Centre Bourse aujourd'hui pour aller à la FNAC et qu'il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus le Kitsch, mais il n'y a quasiment même plus rien dans ce Centre Bourse. Mais qui est devenu le centre bourse? Eh ben, c'est un no man's land en fait. C'est une friche en plein cœur de ville. Et alors pour moi justement, qui suis la fille d'Anville, qui habitait juste à côté, parce que le centre bourse c'était le centre commercial à côté. Bien Moi, sûr. je prenais l'avenue Saint-Jean, la rue Casserie, et puis j'arrivais tout droit au centre bourse. Eh oui. Donc en fait, je commençais les sorties en ville par le centre bourse. Et aujourd'hui, bah, c'est un no man's land. Il n'y a plus rien. Pas seulement les galeries Lafayette, hein, mais tout le reste de la vacance. Saint-Fariol, Ouais. bien sûr. On a été remplacé par la terrasse du port. Il est remplacé par... Il reste le magasin Made in la rue de Reda. Si vous voulez Ah acheter oui. des Ah, t-shirts, voilà, Dédicace voilà, à il est MDLR. dédicace à MDLR, il on est t'oublie toujours pas, là. Reda. Comme tu le sais, on aime bien faire des rencontres inspirantes. Une fois par mois, spot, faire venir quelqu'un d'inspirant qui nous a marqué ou qui va marquer nos futurs jeunes. Il y a un engagement social envers les jeunes. Comment? Il y a quelqu'un qui t'a marqué? Quelqu'une? Alors oui, quand j'étais à l'école primaire en CP, j'ai commencé à jouer aux échecs. Il y avait un prof d'échecs dans cette école qui s'appelait Monsieur Morat, Henri Morat, qui était un vieux monsieur déjà à l'époque et qui enseignait les échecs à tous les enfants de cette école. Et il a formé des générations et des générations entières d'échecs. Il donnait des cours d'échecs gratuitement dans toutes les classes de l'école primaire.
donc de la rue Jean-Fiol à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'aujourd'hui, le tournoi départemental s'appelle le tournoi Henri Morat. Et en fait, l'engagement de ce monsieur, qui était un ancien instituteur, était vraiment très inspirant. D'abord parce qu'il était complètement désintéressé. Et ensuite parce qu'il pensait que permettre aux enfants, dès 5 ans, petit 5 ans, d'apprendre à jouer aux échecs leur permettait de développer des repères spatiaux, de la stratégie, mais également de l'intelligence et de créer la confiance. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. Magnifique les échecs. Toujours. Et on va revenir sur l'identité, la culture marseillaise. Il y en a, comme nous, on est des Marseillais 100% avant tout, et on trouve que notre culture est en train de disparaître. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, sur la culture marseillaise, je dois avouer que j'ai une passion particulière pour la contrée. Voilà. Normal. C'est normal. Je crois qu'en fait, on n'a pas le choix. On est avec. On est avec. Je te Et jure. alors, je dois dire que assez vite, quand je repère ou j'entends quelqu'un qui a joué à la contrée, je dis, ah, c'est vrai, tu joues à la contrée? Attends, on peut peut-être faire une équipe. Parce qu'en Tu fait, joues à l'as ou petit jeu? alors, moi, je joue pas petit jeu, je joue un peu des deux. C'est-à-dire que pour moi, pour le 80, il faut avoir soit un 9 quatrième ou un valet troisième et un as. Si j'ai pas d'as, j'ouvre pas, aucun défense. On va jouer ensemble. Moi, je joue petit. 82 as. 82 as. Oui. Voilà. Mais c'est impressionnant quand même, comme quoi la contrée, c'est ancré dans notre culture. Ah, c'est la vie, la contrée. Et comme on est en train de dire, justement, elle est en train de disparaître, notre culture marseillaise. Qu'en pensez-vous? Eh ben, je suis d'accord, les jeunes Ah. ne jouent plus à la contrée. Ah. Non, mais Il reste l'OM. il reste l'OM et c'est formidable. Oui. Enfin, moi, j'adore l'OM, évidemment, comme tous les Marseillais. C'est pas que je joue beaucoup au foot, comme vous l'imaginez, mais en revanche, je supporte évidemment l'OM. Mais ça suffit pas, il y a autre chose. La culture marseillaise, c'est ce côté, je dis bonjour à tout le monde. C'est ce côté, chez nous, on se parle. L'accent. C'est qui l'accent, c'est la disparaît. fraternité, Exactement. c'est Le vivre ensemble. c'est le vivre ensemble, Oui, oui. c'est on est tous collègues. Mais c'est vrai, c'est quand tu vas à Paris, la première fois que je vais à Paris, que j'ai fait la bise à quelqu'un, il m'a dit, mais on se connaît. Eh Je ouais. sais pas. Mais alors, On Ouais, se ouais. fait la bise, quoi. tu Ils sais se font que pas moi, la bise. j'ai passé 6 ans à Paris pour mes études. Alors, j'ai eu l'impression de faire un Erasmus, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'était un autre Ah oui, pays. exactement. Et dans le métro, la première année, je crois qu'ils m'ont tous pris pour une dingue. Parce qu'en fait, quand on s'assoit dans le métro, il y a une petite dame à côté de vous. Bonjour. On s'assoit et on regarde. Qui c'est celle-là? Pourquoi elle me dit bonjour? Après, comme j'ai compris que les gens ils me prenaient pour une folle, j'ai arrêté Tu t'es arrêté de dire bonjour. Oui, mais c'est comme ça qu'on perd la culture. Parce Exactement. qu'en fait, à force, on est gêné de dire bonjour aux gens. C'est curieux quand même comme concept. C'est vrai, c'est impressionnant. Tu te rappelles quand on était à Paris il n'y a pas longtemps, tu as dit bonjour à une petite vieille, tu as dit vous n'êtes pas d'ici, vous. Hein. C'est ça, Ah t'as ouais. raison. C'est un Parfois, réflexe chez nous. c'est un réflexe. C'est un Bien réflexe. sûr, On bien rentre, on sûr. dit bonjour, comment Bonjour. ça va vous Ouais, aujourd'hui? bien sûr. Voilà. Justement, comment tu décrirais Marseille à quelqu'un qui la connaît pas? Ah, c'est indescriptible. Là, pour commencer, il faut venir voir. Ensuite, je lui dirais qu'il a un gros problème dans sa vie s'il n'est jamais venu à Marseille. Parce que cette ville, il n'y a pas de comparaison. Alors, pas seulement, c'est la plus belle ville du monde, ça tout le monde le sait, mais surtout parce que les Marseillais sont uniques, indescriptibles. Ce côté impertinent, indomptable, à la fois très chaleureux et puis un peu grognon. Voilà, ce côté marseillais, en fait. Magnifique. J'aime ma ville. C'est ça. On aime tous. Quelle injustice locale vous marque et que vous aimeriez changer? Une injustice locale que j'aimerais changer. Alors, il y en a pas mal, et en particulier le Marseille bashing. C'est quand même assez insupportable d'avoir une ville magnifique, extraordinaire, et de faire la une des médias nationaux seulement pour nos problèmes. En fait, on est une ville où il y a des innovateurs, des créateurs, où on a une jeunesse incroyable, où on a c'est une carte postale extraordinaire. On a même une gastronomie hors du commun. On a toute une culture locale. On a des vrais talents marseillais, à la fois artistiques, mais aussi entrepreneuriaux, qui ont vraiment réussi. Et au lieu de mettre la lumière là-dessus, du coup, les médias nationaux, mais en fait, on pourrait dire les médias parisiens, nous stigmatisent systématiquement. Alors, ils inventent un coup, on a l'impression que c'est Bagdad City, alors que bien sûr qu'il y a de la violence, comme dans les Comme grandes villes. partout. La délinquance, comme partout. On a des problèmes avec les trafics, comme
partout, comme dans beaucoup de grandes De villes, grandes villes. il faut lutter contre l'insécurité. La sécurité, c'est important. Enfin, c'est pas Bagdad City non plus. On a évidemment on a des difficultés sociales et c'est peut-être le plus important. Enfin, on n'est pas les seuls à avoir des difficultés sociales. Voilà, moi je trouve que c'est un peu dérangeant d'avoir toujours les médias et évidemment le RN est haut. Bah oui, le RN est haut comme dans plein d'autres endroits, il n'est pas le plus haut à Marseille. Mais toute la journée, ils disent le RN va gagner Marseille. Marseille, le RN ne gagnera jamais, jamais, jamais Marseille, c'est impossible. Voilà, mais par contre, ça leur plaît. Il y a 15 jours, il y avait même une journaliste de Bruxelles qui est venue. Je croyais qu'elle voulait qu'on parle des fonds européens parce que nous voulons créer un bureau des fonds européens. Pas du tout, elle est venue sur le sujet du RN. Elle dit il paraît qu'à Marseille. Je dis, mais n'importe quoi, retournez à Bruxelles. Et le RN est plus fort chez vous que chez nous. Exactement. Impressionnant. Justement, il y a un événement qui t'a marqué et qui t'a donné cette envie de t'engager. Alors, moi, je dois dire que je suis engagée depuis que je suis toute petite. Enfin, vraiment, je suis rentrée dans un parti politique, j'avais 18 ans. Donc, voilà, vraiment, mes parents ne faisaient pas de politique, j'avais pas une tradition politique dans ma famille. Enfin, j'ai un grand-père qui était secrétaire général du Parti communiste sur la section aixoise, mais enfin, je ne l'ai pas connu. Donc, bon, voilà. Et dans ma famille, à part lui, personne ne faisait de politique. Néanmoins, moi, j'étais très engagée. Alors, peut-être l'influence de ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle, donc, était immigrée italienne, napolitaine. La pizza. Voilà, donc celle dont le père était pêcheur au Vieux-Port. Voilà. Donc, à Saint-Jean, ma grand-mère, il y avait à peu près 2 niveaux pour elle, qu'elle mettait au même niveau. D'un côté, De Gaulle, qui, pour lui, elle avait été éduquée en disant De Gaulle, il a sauvé la France, c'est notre honneur, etc. Et de l'autre côté, il y avait Jésus. Et je pense qu'elle les mettait à peu près au même niveau, De Gaulle et Jésus. Donc, dans la voiture, quand j'étais petite, il n'y avait pas la radio, elle me faisait chanter un coup le Je vous salue Marie, un coup la Marseillaise. Bon, voilà. C'est peut-être... Mais ça a mûri. Ça a mûri en toi. Voilà, donc peut-être c'est ça, je sais pas. Alors, on va continuer sur la bonne humeur. À quoi ressemblerez-vous le Marseille idéal? Ah ouais. Alors d'abord, il ferait beau toute l'année. Non, mais ça, On n'a pas à se plaindre. Ça c'est va. déjà ça. Ouais. Non, là, franchement, j'ai eu l'impression d'être en Bretagne. Non, ces mais on 3 est en derniers pause mois. là. C'est une pause. On est en pause, On voilà. est en pause. Non, alors le Marseille idéal. D'abord, c'est un Marseille dans lequel on vit bien. C'est la qualité de vie. La première chose, c'est une ville dans laquelle on peut s'épanouir, on peut faire grandir ses enfants. On n'a effectivement pas peur quand on sort le soir ou la journée. Enfin, on n'a pas peur de laisser nos adolescents aller se balader avec les collègues en ville. C'est une ville dans laquelle on peut créer de la richesse pour nos familles, pour nos enfants, dans laquelle on peut travailler et dans lequel on ne met pas 3 heures pour rentrer chez soi. Donc, on peut profiter des loisirs. Je pense que ça, c'est important. Donc, d'où l'importance d'avoir des espaces verts partout dans la ville, d'avoir des lieux où on peut être un peu oisif, où on peut se balader, des lieux de créativité, d'aménager peut-être un peu mieux notre littoral pour mieux accéder à la mer. En fait, cette ville, elle s'est construite par le port, par la mer, elle continue à se développer par la mer. Donc, en fait, la mer, elle nous a tout donné ici. Comment vive la mer. Et vive les mères aussi. Et les mères aussi. Et vive la jeunesse. Pas les mères de secteur, les mères, les mamans. Les hein. mamans, Pas encore. les mamans. C'est dimanche, les élections. Eh ouais, C'est dimanche, pas encore. déjà. C'est pas encore. Tu es un bel exemple. Non, moi, j'ai juste une petite question pour la jeunesse. Parce que souvent, au Montauron, on entend beaucoup de jeunes en spot. Et ils sont inquiets pour leur avenir. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que les politiques pourraient faire pour eux, pour juste déjà ils aient une formation ou même trouver une alternance. Que dans certains quartiers, c'est difficile de trouver une alternance. On voit des enfants, ils sont déscolarisés en janvier parce qu'ils n'ont pas trouvé d'alternance. Qu'est-ce que pourraient faire les politiques pour eux? Alors ça, je suis complètement, c'est complètement d'accord. C'est un gros sujet, les alternances. Et alors, c'est d'autant plus étonnant que les entreprises se plaignent de ne pas trouver d'alternants. Donc, en fait, il faut créer le pont entre les entreprises, d'un côté, qui ont besoin d'alternants, ou les administrations aussi, et de l'autre côté, les jeunes. Nous, ce qu'on a proposé, c'est de créer une application qui permette de recenser l'ensemble des services municipaux, donc en fait, y compris les réservations d'une place de théâtre, inscription des enfants à la crèche, etc. Mais également, sur cette plateforme, recenser l'ensemble des offres d'alternance sur le territoire de la ville de Marseille. C'est-à-dire celle de la ville de Marseille, évidemment, celle de la métropole, c'est-à-dire de toutes les administrations sur le territoire de la ville, mais également de toutes les entreprises du territoire qui seront démarchées par la ville
pour venir communiquer toutes leurs offres de stage, d'apprentissage et d'alternance sur cette plateforme, de façon à ce que les jeunes, quand ils viennent, ils s'installent et ça fait comme un Tinder, ça match. Hop, moi je cherche une alternance dans les métiers de l'audiovisuel, par exemple, et ben paf, ça tombe bien, il y a une entreprise qui cherche quelqu'un sur les métiers de l'audiovisuel et qui propose des rendez-vous, je te rencontre, tu me rencontres, comment ça marche. Et en fait, il faut le faciliter, le faire vraiment une application le plus intuitif et simple possible pour créer ces ponts qui ne se créent pas aujourd'hui. Ça, c'est un énorme sujet parce que finalement, l'emploi, c'est le plus important. Et les perspectives d'avenir, c'est le plus important. On est dans une ville où 33% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Dans certains quartiers de la ville, c'est 54%, toute population confondue. Il n'y a qu'en créant des richesses qu'on peut lutter contre la misère. Parce que la misère, ça ne se partage pas. Ce n'est pas la misère qu'on partage, ce sont les richesses. Donc pour ça, il faut attirer des entrepreneurs, il faut donner confiance aux entreprises, il faut donner confiance aux jeunes. Mais je crois qu'ici, vous faites ça super bien pour qu'ils osent, qu'ils arrivent à oser. Et ensuite, il faut que les entreprises, elles fassent confiance aux jeunes. Et nous, les politiques, il faut qu'on accompagne les entreprises à faire confiance à la jeunesse. Exactement, c'est pour ça, comme tu disais, au spot, on est un petit peu le parrain ou les parrains, les marraines, parce qu'il y a beaucoup de dames qui travaillent avec nous, de ces jeunes. Donc, du coup, les sociétés nous font un peu plus confiance parce qu'ils savent que derrière, il y a les grands tontons qui vont tirer les oreilles. Bien sûr, c'est comme pour l'entrepreneuriat. Il y a plein de commerces. Ça fait, nous, avant, il y avait des quartiers villageois, comme nous, on est tous des Marseillais. Il y avait plein de commerces de quartier. Et maintenant, il y a plein de commerces qui sont fermés. Oui. Et on pourrait peut-être les utiliser aux entrepreneurs qui essayent de se lancer, des habitants de ces quartiers-là. Et bien alors complètement. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a proposé un fonds d'amorçage pour les startups. C'est-à-dire pour qu'est-ce qu'une startup? C'est toute entreprise qui a moins de 5 ans d'existence, pour faire simple. Oui. Et donc, en fait, le principal, c'est l'amorçage. En fait, quand on commence une entreprise, on n'a pas d'argent. Et la banque, elle vous dit, il faut 3 bilans. Oui, mais Gary, je ne peux pas avoir 3 bilans si j'ai jamais commencé. Je viens de démarrer. Donc, je ne peux pas avoir de prêt. Mais si je n'ai pas de prêt, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'entreprise. Donc, le rôle de la collectivité, c'est d'accompagner, de faire confiance. C'est ce qu'on disait. Les jeunes, avant tout, les jeunes entrepreneurs, ils ont d'abord besoin de confiance. D'abord, on leur fait confiance. Et donc, c'est un fonds d'amorçage. C'est-à-dire, on leur donne les premiers euros. On met les premiers euros qui vont premiers milliers d'euros, qui vont permettre de lancer le concept. Ensuite, deuxième chose, le droit de préemption commerciale. Tous ces commerces vides, on les récupère en mairie. Et ça nous permet de faire une planification déjà de la diversité commerciale, histoire d'avoir différents commerces, et notamment des pop-up stores, enfin différentes activités, de ne pas faire payer, parce que le sujet quand vous prenez un bail commercial, c'est que direct, vous commencez par payer 2 mois de dépôt de garantie, ensuite vous devez payer parfois des frais d'agence, bon, c'est compliqué. Là, ça nous permet pendant les 2 premières années de baisser le loyer de l'entrepreneur qui se lance, donc de faire un loyer plus bas, mais également de décider de mettre tel commerce plutôt que tel autre, ou tel autre, de façon à avoir une diversité. C'est pas la peine d'avoir 4 bouchers les uns à côté des autres. Donc, il faut un boucher, il faut un boulanger, il faut un magasin de téléphone, il faut un coiffeur, il faut quelqu'un qui fait des ongles, il faut un magasin de vêtements. De soutien scolaire, pourquoi pas, bien sûr. Des associations, parce que ça aussi, la vie, elle se vit à hauteur d'homme, en fait, à vue. Donc, c'est les pieds d'immeuble. Comment on anime ces pieds d'immeuble? L'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs, c'est indispensable. Nous, on a proposé les maisons de la réussite et de la créativité. C'est-à-dire un endroit où on peut accompagner les parents qui ne s'en sortent pas. Et les parents qui ne s'en sortent pas, c'est pas seulement... Alors, il y a évidemment les parents des quartiers difficiles qui ont déjà des difficultés sociales. Et ce à quoi s'ajoutent parfois des difficultés familiales. Mais il y a aussi des familles monoparentales qui ne sont pas nécessairement dans la précarité sociale, mais qui galèrent. Parce que quand on est une maman seule avec 3 enfants ou 4 enfants, c'est galère. Même si on a un travail, mais c'est quand même galère. Ensuite, il y a aussi tous les parents qui ont du mal à gérer leurs enfants parce que les enfants, ils sont de plus en plus difficiles. Et donc, il faut aussi accompagner et pas culpabiliser les parents d'être parfois en galère. Donc, ces maisons-là, elles sont dédiées à l'accompagnement scolaire, mais à l'accompagnement aussi à la parentalité. Et oui, parce qu'on ne nous apprend pas à devenir parents. Eh non. J'aimerais bien que tu nous parles de la guinguette, Toro. C'est passé dans les quartiers. Parle-nous-en. Qu'est-ce que c'est la guinguette? Les guinguettes, c'était un petit peu les fêtes qu'on avait dans les quartiers nord. Au moins, c'était minimum une fois par mois. Et l'été, c'était presque tous les week-ends. Où on avait des guinguettes, on faisait venir les groupes de rap. Il y avait des scènes ouvertes, les danseurs. Moi, je faisais la capoeira. Il n'y a plus de guinguettes. Il n'y a plus de fêtes. On ne se voit plus entre voisins. Il n'y a plus rien. Mais qui c'est qui a volé la guinguette? Je sais pas qui a volé la guinguette. Si je l'attrape, celui-là. Si je l'attrape, celui-là, il va la rendre, la guinguette. Non, les fêtes de quartier, quoi. Mais complètement. Alors, il y a 111 noyaux villageois. Chaque noyau a son identité. Il faut défendre. Alors, c'est ce qu'on disait sur l'identité marseillaise.
En fait, là, c'est pas de droite ou de gauche ou de je sais pas quoi. En fait, le sujet, c'est la proximité et c'est notre culture locale. Donc, c'est comment on peut accompagner les acteurs du territoire, donc les associations, les maisons de quartier, les CIQ. Et puis, en fait, j'ai envie de vous dire, tous les voisins qui ont des bonnes volontés et qui ont envie d'animer leur quartier. Et en fait, d'avoir comme un appel à projet permanent qui permet d'allouer des subventions sur des événements ou des subventions de fonctionnement pour permettre la vie de quartier, pour permettre de continuer ces fêtes. Alors ici, par exemple, je crois qu'il y a la fête de la Tarasque, qui est donc la fête de Sainte-Marthe, mais de pouvoir continuer cette animation de quartier au quotidien, parce que ça fait vivre... D'abord, il y a beaucoup de mixité intergénérationnelle, entre les jeunes, les plus âgés. Moi, par exemple, j'adore amener mes enfants au loto. Les enfants, ils adorent les lotos. Mais il n'y a plus d'auto. C'est Ah, vrai, mes parents m'amenaient au loto. Eh ben oui, moi, Tu j'allais m'as au amené, loto. je suis vieux maintenant. Eh ben, le loto, avec les enfants, ils adorent le loto. oui, c'est une Donc moi, j'aime bien aller au loto, par exemple, avec les enfants. Et donc, bon, bah, ils sont contents. Mais en fait, au loto, bah, d'abord, il y a de toutes les classes sociales. Il y a... Intergénérationnel. Il y a la tous les- kin. Eh ben, Carte samedi, pleine. j'ai gagné la kin, Ah, figure-toi. J'ai gagné la kin. Mais il faut remettre les lotos au goût du jour. Eh oui, il faut remettre les lotos, les balles de quartier, les guinguettes, les apéros entre voisins. Y a rien... Ma grand-mère, elle disait, sérieux, il n'y a rien de plus beau qu'un voisin. Et en fait, elle disait ça pourquoi? Parce qu'en fait, les voisins, nous, à Saint-Jean, on habitait là donc depuis 5 générations. Moi, j'ai mes grands-parents, mes grands-parents, ma mère, moi et ma fille, dans le même immeuble. Mais il se trouve que tous mes voisins aussi. Et donc, en fait... Ça devient de la famille. Eh ben oui, Ouais. du coup, c'était la famille. Mais non, on ne fermait pas les portes. Aujourd'hui, on ferme la porte, on met un cadenas, un barillet, un bazooka. De toute façon, quand on fermait la porte, comme on mettait la clé dans le pot de fleurs à côté ou sous le paillasson, bon, ça ne servait à rien de fermer la porte. En vérité, ça servait à rien. Ça apprendrait à redonner confiance entre les gens. Comme on était Exactement. avant. Recréer de la confiance. Recréer de la confiance, exactement. Mais je sais qu'ici, bientôt, on va avoir une maison du bel âge. Je me languis parce qu'on va taper le carton avec les petits vieux, là. Putain, et à la contrée Et à aussi, la parce que contrée, les jeunes, surtout. ils ne savent plus jouer à la contrée. Mais les jeunes ne savent plus jouer à la contrée. Non, à partir jusqu'à 30 ans à la limite. Mais Ouais. ceux en dessous des 30 ans, ils ne savent plus jouer à la contrée. Ça veut dire qu'on est vieux. Et ça veut dire qu'on est jeune pour toujours. Ça veut dire Exactement. Revenons, je prêche un peu pour ma paroisse, je parle un peu du 14e, excusez-moi, monsieur, du 10e Herbel, tout ça là. On est souvent stigmatisé dans les médias. Ouais. Quel regard tu portes là-dessus? Alors, c'est les médias parisiens dont je parlais tout à l'heure, mais pas que, en fait. Ils veulent vendre du papier, ils veulent du sensationnel. Moi, il y a un journaliste, il n'y a pas longtemps, qui m'a appelé d'un média national, qui m'a dit, alors, comment vous faites la campagne sous la pression des narcotrafiquants? Alors, je suis désolée, mais moi, je ne les ai pas vus, les narcotrafiquants. Enfin, ils ne sont pas venus nous voir pendant la campagne, on ne les a pas vus. Enfin, en fait, je crois qu'ils s'imaginent qu'on est entre les kalachnikovs, les bombes et les narcotrafiquants. Enfin, je ne sais pas comment ils imaginent Marseille. Mais en réalité, quand ils viennent, ils voient le soleil, ils voient la fraternité, ils voient la convivialité. Marseille, c'est la capitale de la convivialité. Ils voient la cosmopolitanie. Ils voient la cosmopolitanie et ils se disent finalement, ça se passe bien. Mais on l'a vu pendant les Jeux Olympiques. Pendant les Jeux Olympiques, quand il y a eu l'arrivée de la flamme, c'était extraordinaire, l'arrivée de la flamme. C'est magnifique. C'était magnifique. C'est-à-dire que là, d'un coup, pendant quelques jours, tout était nickel. Tout était sécurisé. On a eu une sécurité parfaite. C'est pour ça que moi, j'ai proposé de redéployer les drones, parce que j'ai vu que les drones, manifestement, ça a mis tout Ça a le monde. marché. Ça a marché, tout le monde était tranquille et tout le monde a fait la fête ensemble. C'était extraordinaire. Et donc là, les Parisiens, ils ont vu que Marseille, c'était la plus belle ville du monde. Bon, magnifique. Par contre, ils stigmatisent les jeunes, alors que la jeunesse est une force. Il y a plein de pays, ils ont un problème de vieillissement de la population, ils ont un problème, ils n'ont pas de jeunes, etc. Nous, on a de la chance à Marseille, on a beaucoup de jeunes. Les jeunes, par définition, c'est ceux dans lesquels on doit placer à la fois notre confiance et notre investissement. On doit investir sur la jeunesse parce que, d'abord, c'est ceux qui vont travailler quand on sera vieux et à la retraite. Donc, il faut s'assurer qu'ils puissent le faire. Mais surtout, je veux dire, quelle société réussit en avançant contre sa jeunesse? Ça n'existe pas. Toutes les sociétés du monde qui ont réussi, elles ont réussi parce qu'elles ont misé sur l'avenir. Vive la jeunesse. Toujours. En parlant de jeunesse, c'est une question qu'on a posée à tous les candidats. Elle n'était pas sur le papier, mais je sais que voilà, c'est une grosse actualité marseillaise. Tu es pour ou contre la légalisation du cannabis? Alors, il faut savoir que j'ai entendu plein de candidats marseillais parler de ça. Hein. Ça ne relève pas du tout de la compétence du maire. Hein. Non, mais Oui, vous oui, pouvez- bien voilà. sûr. Vous Parce pouvez que- influencer dans Et les non. décisions, dans la discussion déjà. Non, mais alors, Non. en fait,
On peut donner notre avis. Oui, Je veux dire, c'est on ton peut- avis. on- On voilà, veut ton on avis. peut Il y a un donner débat. notre avis. Il y a Ça un peut débat. devenir un Alors débat non, moi, je national. suis contre la légalisation de toutes les On drogues. peut pas fumer dans le bureau jeune homme. C'est C'est interdit. Alors, je suis contre la légalisation de toutes les drogues, quelles qu'elles soient. Donc, le cannabis et puis tous les autres que je connais pas forcément. Mais pour une simple et bonne raison. D'abord, je crois qu'on n'envoie pas un message très bon, justement, à notre jeunesse en leur disant vous pouvez vous droguer. Enfin, voilà, je pense que c'est pas le bon message. Ensuite, je pense que l'État n'envoie pas un bon message en disant comme je ne suis pas capable d'enrayer les trafics, je vais les légaliser. Enfin, moi, j'ai 2 enfants. Quand mes enfants ils font pas leurs devoirs, je supprime pas le concept de devoir. J'ai fait ça, moi. Je, je leur dis il va falloir faire les devoirs et je vais t'accompagner à réussir. S'ils sont en galère en maths, je leur dis je vais t'aider à plus être en galère en maths et je vais lire les cours avec toi et on va trouver une solution ensemble. Je leur dis pas supprimons les maths. Bon, là, on a un problème avec les trafics à Marseille, évidemment, mais comme dans d'autres villes de France, dans d'autres grandes villes, et comme dans d'autres grandes villes dans le monde. Pour autant, on observe que légaliser le trafic ne réduit pas le trafic. En fait, le trafic change juste de main. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre du cannabis, ils vont vendre de l'ecstasy ou ils vont vendre autre chose. C'est pas le sujet. Par contre, on va avoir des gens qui vont consommer beaucoup plus parce que mine de rien, c'est pas la même chose d'aller l'acheter au tabac ou dans un magasin possible que d'aller dans un quartier, c'est interdit, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas déculpabiliser les gens de se droguer, et c'est mal de se droguer. On participe à un trafic. Le trafic, il tue notre jeunesse à plusieurs égards, par la drogue, mais surtout par la violence qu'elle lui fait vivre. Cette jeunesse, le trafic la prive de ses rêves en la condamnant à la prison ou à la mort. Donc en fait, nous, notre job, c'est d'ouvrir des opportunités. C'est pas de leur faire la leçon, c'est de leur dire qu'ils méritent mieux que ça. Et les accompagner. C'est de les accompagner. Un dernier mot, qu'est-ce que vous aurez à dire aux Marseillais, aux Marseillaises pour le printemps qui arrive, pour notre avenir? D'abord, il faut qu'ils se fassent confiance. La première chose, c'est que les gens doivent se faire confiance et doivent poursuivre leurs rêves. Qu'ils ne laissent pas les uns ou les autres dicter ce qu'ils doivent voter, ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent faire. En fait, ce qui est vrai en politique est vrai dans tous les domaines de la vie. Le plafond de verre, c'est une fiction. Il existe si on le regarde. Si on ne le regarde pas et qu'on avance, il n'existe pas. J'aime beaucoup. Et donc, voilà. Donc, en fait, croyez en vos rêves. Faites tout ce que vous avez envie de faire. Donnez-vous les moyens. En fait, quand on renonce à un rêve, c'est finalement le condamner avant même d'avoir essayé. Il n'y a personne qui a jamais gagné une compétition à laquelle il n'a pas participé. Donc, celui qui a envie de monter son entreprise, celui qui a envie de monter son projet, même si c'est difficile, même s'il n'a pas forcément les moyens, en fait, qu'il découpe le gros problème en petits problèmes, il va trouver chaque petite solution à chacun des petits problèmes et à la fin, il aura donc la solution à son gros problème. Et ça lui permettra de poursuivre son rêve. Et je rajouterai qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main. Même si on vous ferme 10 portes, il y aura toujours un moment quelqu'un qui vous tendra la main, il faudra la saisir. Exactement. Alors, donc, commençons par tendre des mains. Exactement. Tendons la main. C'était Manifeste, le podcast 100% politique où on parle de tout sauf de politique. Merci Sandra. Merci Sandra. beaucoup. Merci à tous les Reda. deux. Merci Merci Toro. Reda. Merci Et à Toro. bientôt. Rendez-vous au spot.